Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vous retrouve pour vous présenter et vous parler mes lectures que j'ai pu faire au mois de mars. Il y a donc eu 4 lectures, c'était un mois assez chaotique, c'est-à-dire que vraiment j'ai eu très peu de temps pour lire, mais je m'en suis quand même sortie avec quelques bonnes lectures, dont une en lecture audio qui clairement je n'aurais pas du tout eu le temps de la lire vu la pavasse, enfin la petite pavasse quand même que c'est en papier, mais j'ai pu la lire en version audio, donc finalement c'est plutôt bien passé parce que j'ai pu la faire en même temps que on a désherbé, en même temps que j'ai pu ranger quelques trucs dans la maison, en même temps que de faire des travaux, donc ça m'a permis, surtout en même temps que faire les travaux, ça m'a permis quand même pas mal d'avancer certaines de mes lectures. Aujourd'hui je vous parlerai donc de La Doublure de Melissa d'Acosta, du tome 2 de la saga Histoire de moine et de robot qui n'est autre que Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, Flower Heart de Catherine Beckwell, et je vous parlerai également de Les portes du paradis sont fermées le lundi de Camille Le Sur, et c'est par celui-ci qu'on va commencer parce que je vais vous les présenter dans l'ordre que j'ai pu les lire. Le cadre change un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de faux contre-jour, on est vraiment au matin, donc le soleil commence un petit peu à arriver, à se déplacer, etc. Donc la luminosité est un petit peu bizarre. En tout cas, on n'est pas là pour parler du soleil, mais pour parler de déjà ce livre qui a été ma foi une très belle découverte. On est ici sur une histoire où en fait je me suis lancée dedans sans rien savoir, mais vraiment j'avais juste les portes du paradis sont fermées le lundi, donc je me doutais qu'il y avait quand même une histoire un petit peu bouleversante derrière d'un personnage qui peut-être aurait voulu mettre fin à ses jours ou quelque chose comme ça. Effectivement c'était le cas, donc pour vous faire un petit peu un topo de l'histoire, on y suit donc Alice qui a 32 ans et la terre s'écroule autour d'elle, son monde s'écroule lorsque son mari signe enfin les papiers du divorce. Depuis 2 ans, l'espoir que Thomas lui revienne lui donnait la force d'ouvrir les yeux chaque matin et tout simplement de continuer sa vie. Elle avait toujours cette espérance qu'il renonce, qu'il finalement n'aille pas jusqu'au bout de cette demande de divorce. À ce moment-là, on y suit justement le début de l'histoire où Alice veut en finir et elle décide de sauter dans les calanques de Marseille. Et c'est écrit, mais la vie en a décidé autrement. Nous sommes lundi 6 janvier et le paradis lui a, semble-t-il, fermé la porte au nez. Repêché par Madeleine et Robert, couple de septuagénaires heureux qui naviguent vers les îles Canaries, Alice reprend peu à peu des forces. Alors là, il y a vraiment un résumé complet qui pour moi spoil beaucoup trop. Mais c'est pour ça que je vous le donne pas tout. Mais en fait, on est vraiment sur une histoire que j'ai adorée. Alors, c'est très bizarre de dire ça, mais d'un côté, je la retiendrai pas dans le temps, parce que c'est une lecture feel good, que j'ai bien appréciée, que je ne retiendrai pas forcément, mais qui au moment où on la lit nous percute et peut tous nous parler, et que je vous recommanderais énormément, surtout en cette saison finalement, un petit peu du printemps, de la renaissance, où on aborde vraiment dans ce livre la notion de la petite mort, en fait, où pour, passer d'une situation néfaste et lui dire au revoir, lui fermer la porte au nez finalement, pour finir avec une situation qui ne convient plus, on doit vivre quelque part une petite mort, c'est-à-dire, eh bien, c'est bête à dire, mais on doit aller mal, quasiment au plus bas, et finalement se reconstruire après, et donc c'est ça cette petite mort, c'est dire au revoir, faire mourir une petite partie de nous, qui est peut-être néfaste, ou qui peut-être demande à changer certaines habitudes, certaines choses, pour finalement rebâtir quelque chose de meilleur par-dessus, pour tout simplement renaître et revivre par la suite avec des choses qui sont 1000 fois plus ensoleillées. Et donc justement c'est un petit peu tout ça qu'aborde cette histoire, mais on a également Robert et Madeleine que l'on suit, qui sont mais tellement adorable. C'est un peu le couple le petit couple de papy et mamie en vacances que l'on va croiser, qui vont marquer notre chemin, et en fait on va illuminer un petit peu une partie de leur vie sans forcément le savoir, mais eux ils tiennent en fait à cette Alice dans cette histoire. Franchement l'histoire est très très belle. On a des petits stéréotypes, mais ça reste très mignon. Alice est recueillie un petit peu sur un bateau et où en fait on se rend compte que pour vivre, on a beau avoir 36 000 choses, l'essentiel finalement c'est de se réveiller chaque matin. Et que... Parce que j'avais vu une vidéo comme ça où c'est un gars qui dit est-ce que... Alors je sais plus exactement le montant, mais où il lui dit est-ce que si je te donne 1 million tu les prends? Ah bah ouais, peu importe les conditions, si je te donne 1 million tu les prends. Et le gars il dit bah oui. Et là il dit et si tu ne peux pas te réveiller demain matin, est-ce que tu les prends quand même, ce 1 million? Ou est-ce que tu préfères te réveiller demain? Et là, le gars, il répond, je préfère me réveiller demain. Et il dit donc voilà, en fait, faut bien se rendre compte que se réveiller le matin, ça vaut plus qu'1 million. Ça vaut plus que tout, en fait. Parce que se réveiller le matin, c'est juste le truc le plus essentiel, mais finalement qu'on oublie que... parfois on s'agace pour des broutilles, on n'est jamais satisfait alors qu'on est en vie et on est là en pleine capacité, et c'est ça le plus important. Et c'est ça aussi que nous rappelle ce livre, c'est que
Il y a des gens pour nous tendre la main parce que parfois on n'arrive plus à voir la lumière au travers de tout. Et pourtant elle est là, et pourtant elle se cache quelque part, et c'est vraiment un livre qui fait du bien, qui fait voyager. C'est vraiment un livre lumineux, qui fait du bien, et pour moi qui sonne un peu comme une belle rencontre. C'est-à-dire que je le retiendrai pas forcément sur du long terme, mais il a été là, et ouais, il m'a donné la main le temps de la lecture. Ça a été une très belle rencontre, et je ne regrette absolument pas de l'avoir découvert, et je ne peux que vous le recommander. Franchement, c'est une très très belle découverte. Maintenant, je vais vous parler du roman Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Donc c'est le tome 2 de Un psaume pour les recyclés sauvages, je ne trouvais plus le mot. Je ne vais pas évidemment vous faire un résumé du tome 2 mais du tome 1. On y suit tout simplement Frère Dex, qui est un moine de thé qui en a marre un petit peu en fait, parce que lui il est dans sa petite roulotte et il se déplace de ville en ville pour accueillir les gens, pour boire une tasse de thé, si besoin pour écouter ce que les gens ont à lui dire, s'ils ont besoin de se décharger un petit peu, d'échanger, etc. Et Frère Dex va un petit peu en quête, il en a marre un petit peu de tout ça et il se pose la question: est-ce que je suis vraiment heureux? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Donc il décide un petit peu d'arrêter ce travail de moine de thé et il décide d'aller un petit peu à la rencontre de lui-même, où il y découvre finalement un robot. Donc c'est dans des... comment dire, c'est un roman d'anticipation, donc bien des années après nous, où en fait on y rencontre un robot qui fait partie d'une civilisation abandonnée, enfin d'une vieille civilisation. Les robots n'existent même plus, c'est même très très rare d'en croiser, enfin c'est quasiment une légende. Les robots sont devenus des légendes tellement ils n'existent plus, on se demande même s'ils ont réellement existé un jour. Et en fait Frère Dex tombe sur l'un d'eux qui s'appelle Omphale, et Omphale a une question à lui poser, c'est: de quoi les hommes ont-ils vraiment besoin? Et donc là ça pose un peu une colle à Frère Dex, parce que il se rend compte que autant d'humains, autant de jours qui passent, autant de besoins finalement qui se succèdent, et il peut y avoir autant de réponses à tout ça. Qu'est-ce que là je peux avoir besoin maintenant? Ça peut être de manger. Qu'est-ce que je peux avoir besoin dans 10 minutes? De me réchauffer. Enfin, vraiment, de quoi les humains ont-ils besoin? Est-ce que c'est une question de tous les jours? Est-ce que c'est une question d'un besoin fondamental? Et en fait, eh bien les deux vont partir un petit peu dans cette quête identitaire, de se rechercher et en même temps d'apprendre et de poser la question dans différents villages. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on est vraiment sur un récit assez impactant sur le retour aux sources, aux valeurs vraiment authentiques, etc. Et donc là ça se poursuit finalement dans le tome 2. C'est quand même des romans très très petits, enfin très petits. En fait c'est écrit, c'est assez dense au niveau de l'écriture et en même temps c'est très fluide. Voilà, je vous montre la couverture du tome 1 qui est juste ici. Mais en termes de pages, sur le tome 2, on est sur 114 pages. Donc vraiment, vous pouvez voir que c'est assez rapide. Moi, je l'ai lu dans le... pas le 7 jours 7 livres, mais dans le petit mois petite lecture, je crois. Donc vous pouvez le retrouver dans mon vlog si jamais cela vous intéresse. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Je pensais adorer autant que le tome 1, ce tome 2. Et je dirais que presque, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le retour aux sources, les vraies questions que l'on va se poser. Ici Omphale, ça spoil pas grand chose, hein. Enfin ça spoil même rien, mais ici Omphale va vraiment aller à l'encontre dans les villages, c'est-à-dire que dans le premier on était plus sur une quête identitaire entre les deux personnages, et là ils vont plus se confronter à l'extérieur. On a vraiment, je trouve, cette dualité entre le tome 1 où ils se replient sur eux-mêmes, où ils réfléchissent, où vraiment il y a toute cette réflexion autour de ça, et dans le tome 2 où ils se réouvrent au monde et où là ils vont pouvoir vraiment poser leurs questions et avancer dans leur quête. Dans le tome 2 on a tout ça, on a le moine qui retourne un petit peu auprès de sa famille, mais en fait je pensais autant aimer et non, parce que c'est pas, je saurais même pas l'expliquer pourquoi, mais dans le tome 2 j'ai été très longtemps à distance des personnages et cette proximité que je recherchais je l'ai eu que très tard dans le livre. Je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire est-ce que c'est par manque de concentration, parce que j'avais plus assez de souvenirs du tome 1, parce que j'en sais rien, mais cette proximité est venue assez tard, donc ça a fait que j'ai un peu moins apprécié le tome 2 du coup. Ou est-ce que c'est parce que le tome 1 j'avais tellement adoré que je l'ai par la suite avec mes souvenirs idéalisés et encore embellis, et donc que le tome 2 finalement était pas idéalisé et embelli mais dans la réalité, et que si je relisais le tome 1 c'était équivalent à ce que j'ai aimé le tome 2, mais enfin je sais pas, franchement je ne sais pas. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est que ça nous questionne, ça nous rappelle beaucoup le fait de se questionner sur notre manière de faire, sur notre manière de vivre et de posséder les choses, de vivre avec ce que l'on a et de pas toujours racheter du neuf, parce que y a plein de choses. Les brocantes, moi c'est ma mine de trésors. Je fais une brocante, je suis la plus heureuse du monde. En fait, ce livre peut résonner encore une fois avec tout le monde, avec toute situation. Et pour moi, il vaut la peine de s'y arrêter. C'est vrai que le tome 1, je l'ai lu il y a un petit moment quand même. On va repasser sur du un peu plus léger pour le moment et je vous reparlerai de la doublure juste après. Donc Flower Earth de Catherine Beckwell, c'est vraiment un univers cottagecore où si vous voulez... Enfin,
Pour moi au début c'était vraiment un univers cottagecore, studio, alors je dis Ghibli mais c'est Ghibli, c'est perturbant. Ici on y suit la magie de Clara qui a toujours été incontrôlable mais jamais dangereuse jusqu'au jour où elle fait pousser des fleurs dans le cœur de son père. Pour le guérir il n'existe qu'un seul remède, un sortilège extrêmement difficile à exécuter qui exige du magicien une maîtrise parfaite de son pouvoir. On y suit justement Xavier qui est la seule personne susceptible d'aider Clara, c'est son ami d'enfance, qu'elle a connu doux et réservé, qui est devenu un jeune homme froid et mystérieux et qui n'accepte de l'aider qu'en échange d'un prix terrible. Peu à peu, elle va découvrir qu'il a un sombre secret. Ça reste très doux, hein, franchement. On n'est pas sur quelque chose avec une thématique sombre, etc. C'était très agréable. Si vous voulez du cozy fantasy, on y est, franchement. Après, il y a des choses où moi j'étais là, bon, c'est simple. C'est simple, c'est-à-dire qu'il y a une résolution simple. C'est vraiment pas prise de tête. Pour moi, on est même... Enfin, c'est pas de l'adulte. Si vous avez lu TG Clown, pour moi, on est sur du young adulte. Là, on est... pas sur de la jeunesse mais entre le young adulte et le jeunesse un petit peu, parce que vraiment c'est, pour moi j'ai adoré hein, ce livre, il était très agréable à lire, vraiment je pense que je l'ai lu à une bonne période où j'avais besoin d'un truc pas prise de tête, où je passais un bon moment et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. Mais au-delà de ça, est-ce que je vais le retenir encore une fois dans le temps? Je ne sais pas. Il n'y a pas non plus énormément de choses qui font que, mais ça reste quand même une lecture qui pour moi vaut le coup de s'arrêter dessus et de le lire. C'est pas un livre que je vais garder dans ma bibliothèque parce que voilà, je le relirai pas, mais j'ai bien aimé et franchement à lire au printemps si vous voulez, juste une cozy fantasy, pas prise de tête, agréable, de la magie, des sortilèges, franchement foncez. Si je dois décrire ce roman, c'est qu'il est reposant et printanier avec une touche de magie, des petites malédictions, des marchés, enfin des marchés, pas des marchés, enfin si, les deux, des marchés entre magiciens, c'est-à-dire des pactes, mais également se rendre sur un marché avec sa petite tente pour accueillir les gens, proposer des sorts, en vendre, etc. sur le marché, ouais, comme le samedi matin, etc. Et alors là, nous allons terminer avec La doublure de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je crois que je vous ai dit aucune maison d'édition pour les autres livres. Si jamais vous voulez voir, il y a juste à taper le nom et l'auteur et vous retrouverez, mais pour La doublure, c'est celui-ci que j'ai pu découvrir dans sa version audio, parce qu'il fait quasiment 700 pages. Je savais que tout le monde disait oui, on s'attend pas du tout à ça quand on connaît Melissa d'Acosta, donc je savais que j'allais me lancer dans un roman où on n'allait pas du tout s'attendre à ce qu'on attendait. Effectivement, c'était encore pire que ce que j'imaginais, c'est-à-dire que si je peux vous dire juste un truc, c'est que dans ces romans, Melissa d'Acosta, si on prend par exemple Tout le bleu du ciel, ou même Les lendemains, que j'ai pu découvrir, on a ce côté d'un personnage qui fait des rencontres, où les rencontres sont toujours là à tendre la main, où on voit le côté positif des gens. Là, on voit le côté négatif d'une personne qui va te tendre la main pour te tirer vers le fond, qui va te dire mais non, mais ne t'inquiète pas, qui va te tirer vers le fond. D'une autre qui va arriver où tu vas te dire bon, il va m'aider, qui va te tirer vers le fond. D'une autre qui arrive où tu te dis lui il va l'aider, il pourrait l'aider effectivement, mais qui se dit c'est pas à moi de le faire, je la connais pas assez, je me vois pas, c'est trop intrusif, je me vois pas, enfin elle va m'envoyer bouler et tout, et on se dit mais tu pourrais être la personne qui la sauve en fait, et non. Et c'est ce côté-là que Melissa d'Acosta a voulu voir dans La doublure, et ça a été merveilleusement bien fait. Il y a un côté malsain, il y a un côté addictif, non pas addictif mais d'addiction, que ce soit d'addiction, d'emprise plutôt, que ce soit sur la manière de consommer, de consommer des relations, que ce soit sur ce qu'on fait au quotidien, qui on voit au quotidien, qu'est-ce qu'on consomme, encore une fois, en matière de drogue, en matière de substances, mais également tout simplement notre manière de consommer, je sais pas, d'aller à un musée, de nos activités, de consommer de la nourriture, de consommer de... Vraiment, ça aborde la consommation sur tout. C'est une lecture qui est très troublante. Je vous ai même pas fait de résumé en fait. On va faire un résumé peut-être. Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ, un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré, un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. On a tout ce côté au travers de l'art, au travers de la première femme, c'est-à-dire Lilith, je sais plus, et Ève également, les deux côtés. On a Adam, mais également j'ai perdu le nom,
Je vous le remettrai là, le nom. Et donc on a vraiment ce côté avec des personnages très symboliques, qui ont une aura qui définit quelque chose. On a une part de lumière, une part d'ombre, les deux qui se mélangent, les deux qui se répondent, qui finissent par être indissociables et dépendants l'un de l'autre finalement, et ce qui rend le truc très complexe et qui s'entremêle finalement à ne plus voir qui est quoi et qui fait quoi et indémêlable. On a également tout ce côté avec des barrières où on se dit c'est infranchissable. Des barrières qui sautent et on se dit non mais elle peut pas aller encore plus loin, encore plus profond dans son truc. Et si, et ça va plus loin, et ça va plus loin. Les limites ne font que d'être repoussées et on se dit wow mais... Wow. Enfin pour moi il faut pas être dans une mauvaise passe pour lire ce roman. Vraiment si vous n'êtes pas bien en ce moment, ne lisez pas ce roman. Franchement en tant que lecteur on a besoin de savoir et de prendre du recul sur cette histoire. Vraiment d'être là en tant que lecteur et ne pas s'identifier, ne pas être pris comme d'autres livres où on se dit oh j'étais à fond dans l'histoire avec le lecteur, j'étais avec eux, etc. Là non, il faut pas, hein. Il faut pas parce que sinon bonne chance quoi. On a vraiment tous ces côtés de la liberté qui devient prison, l'indépendance qui devient dépendance, l'innocence qui finit salie, qui finit tachée. Comme d'habitude, l'autrice qui aborde d'habitude la renaissance de ses personnages aborde ici la destruction de ses personnages. Mais c'est très intéressant de voir comment c'est fait et de voir aussi qu'on a ce côté où parfois la résilience n'est pas là. Où souvent on a toujours des personnages qui sont résilients, qui remontent à cheval après des épreuves terribles de la vie. Là on a des personnages qui parfois ne parviennent pas à remonter à cheval et qui donc vont se venger, mais d'une manière terrible. La symbolique de comment c'est fait, c'est hyper fort et ça résonne avec tout le reste de l'histoire. Vous devez vous dire mais c'est qu'il doit être horrible ce livre et tout. Non, il est pas horrible, mais faut quand même prendre conscience qu'il est dur et qu'il n'est pas du tout, mais pas du tout, comme les autres romans de Melissa d'Acosta. Il y a des sujets qui vont peut-être parler plus que d'autres, des sujets où on va être plus sensible qu'à d'autres. Donc voilà, je pense qu'il faut être prévenu, mais après ça reste un très bon livre qui est très bien écrit. Melissa d'Acosta pour moi c'est indéniable, reste une autrice française que j'adore et que je ne pourrais toujours que vous recommander. Si jamais vous avez envie de lire ce livre, mais foncez. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture avec pour moi des lectures assez riches. Je vous remercie si vous êtes jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit message comme quoi vous êtes allé jusqu'au bout parce que je sais que les vidéos avis lecture ce n'est pas les vidéos qui plaisent le plus. Depuis que je ne fais plus vraiment de book haul ou de j'achète plein de livres etc. Et bah forcément j'ai moins de vues sur mes vidéos. Après je me dis c'est pas grave parce que ça veut dire que vraiment les gens que ça intéresse y restent. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Et en tout cas je vous remercie énormément d'être resté jusque là, de rester malgré le rythme un peu chaotique ces derniers temps. En tout cas je vous souhaite tout le meilleur, que de belles lectures et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!